Qu'est-ce qu'on fait après la guerre? Et on va donc parler de ça toute une partie de cet après-midi. Ce matin, donc, on a commencé avec l'invention de l'épée et la façon dont cette invention supposait des nouvelles pratiques, supposait des nouvelles organisations de la société et aussi de nouvelles circulations, des voyages. Et on va retrouver cette expérience, cette réalité, cette pratique justement du voyage avec le long retour. Et on commence donc cet après-midi. Alors j'accueille tout de suite Blandine Savetier et Wada Saab à venir nous rejoindre là sur le plateau des rencontres. Donc on va essayer de réfléchir et de penser avec vous justement comment se raconte le retour, le long voyage qui peut concrétiser la victoire, qui peut réparer la défaite, et quelles sont les mises en forme de cette expérience. Alors je vais dire simplement quelques mots pour présenter Blandine Savetier et Wada Saab, Blandine est metteuse en scène et Wada Saab l'accompagne dans son travail comme dramaturge depuis longtemps maintenant. Il travaille entre la France et la Belgique, à travers aussi de nombreuses collaborations avec Bob Wilson, Christiane Lupa par exemple. Et vous avez monté déjà de très nombreux spectacles à partir de textes de Beckett, de Thomas Bernhardt et Neige en particulier d'Orhan Pamuk, qui a tourné à travers le monde et reçu des prix importants. Voilà, votre travail n'est pas séparable d'un engagement dans l'enseignement, qui prend place dans des institutions théâtrales, écoles ou théâtres. Et donc ici, et je crois qu'un très grand nombre d'entre vous l'ont vu, ou sinon vont pouvoir le voir ou y retourner, vous présenter donc l'Odyssée ces 13 épisodes, c'est ça, en 13 épisodes, centrés vraiment sur le voyage d'Ulysse, mais aussi sur les voyages de Télémaque. L'épisode que nous avons vu hier était centré autour de cette quête d'information, de vérité de Télémaque à travers justement ces rencontres avec Ménélas et les fils de Ménélas. Est-ce que justement on vient de voir cet extrait du film que vous aurez tous reconnu de Mario Camerini avec donc Kirk Douglas en Ulysse. Est-ce que justement vous souhaitiez tout de suite réagir sur cet extrait avant qu'on vous pose des questions? Pour nous, c'est un épisode qui est important parce que c'est l'arrivée pour Ulysse dans l'île des Phéaciens, qui est une île un peu exceptionnelle, parce que c'est une île où on va dire la devise première. Déjà, c'est la question de l'accueil de l'autre, mais c'est un peu c'est, on va dire, récurrent dans l'Odyssée, et c'est surprenant comment on a perdu cette hospitalité et cet accueil, parce que dans tous les épisodes, dans tous les chants d'Ulysse, de l'Odyssée, à chaque fois où il atterrit sur une nouvelle île, mais même aussi quand Télémaque part à la recherche de son père, donc il arrive à Pylos chez Nestor, puis après chez Ménélas à Sparte, avant de demander à l'étranger qui arrive qui il est et pourquoi il vient, il est déjà accueilli, il est lavé, il est nourri, on lui donne à boire, on lui donne le gîte, et le lendemain, on lui demande « Qui es-tu et pourquoi viens-tu » Donc c'est très surprenant, parce qu'on en est très loin, quand on voit ce qui arrive chez nous avec les étrangers qui arrivent. Et là, quand il arrive justement en Phéacie, il arrive dépouillé de tout, complètement nu, hirsute, et Nausicaa, qui est une jeune adolescente prête à marier, va le secourir. Et c'est intéressant parce que dans l'Odyssée, du coup, les suivantes, elles ont peur de lui parce qu'il est complètement nu. Elles fuient alors que Nausicaa, elle est presque attirée. Elle va le secourir, elle va demander à ses suivantes de le laver, et à un moment donné, il va dire « Est-ce que je dois embrasser tes genoux ou me tenir à distance ?» Et il va se tenir à distance d'elle, et donc c'est par un discours doux et astucieux que Ulysse va séduire Nausicaa. Et elle va dire très vite à ses suivantes qu'en fait, elle adorerait qu'il soit son mari. D'ailleurs, on l'entend là.
mais il ne sera pas son mari. Mais voilà, et c'est intéressant comment la jeune fille, elle est très libre en fait dans ses propos. Et elle se lâche aussi dans une certaine sensualité, notamment dans ses paroles. Et on le perçoit aussi dans le film. Et c'est intéressant parce que, aussi, chez les Phéaciens, il va assister, donc quand il arrive, elle va lui dire comment il va pouvoir être accueilli au palais de son père. Et en fait, elle va lui donner les codes. Elle lui a dit, la première personne à séduire n'est pas le roi, mais la reine. Car chez les Phéaciens, c'est la reine qui gouverne et non pas le roi. Donc tu devras déjà séduire ma mère, c'est elle qui va te protéger, et après, on va te donner les bateaux pour rentrer. C'est-à-dire, elle lui explique tout, et c'est pour ça qu'aussi il va pouvoir être secouru par les Phéaciens. Et à un moment donné, donc c'est les 2 jours après son arrivée, on lui offre donc il assiste comme à des Jeux olympiques. Il va se mesurer au jeu avec les Phéaciens et ensuite il va assister à un récit comme à une pièce de théâtre et Démodocos, le chanteur, va chanter en fait les exploits d'Ulysse à Troie et ils ne savent pas que c'est Ulysse et il va fondre en larmes, mais c'est écrit comme ça, comme une femme qui a perdu son mari. Et là, c'est très beau parce que on est face à la part féminine, on va dire, la sensibilité féminine d'Ulysse, à cette part d'humanité, où tout à coup, c'est plus le guerrier que l'on voit, mais c'est l'homme sensible, et peut-être même qui perçoit comment il a fait souffrir les Troyens. Et ça, c'est extrêmement beau, ce passage, parce qu'il est... Oui, il est dépouillé de tout, et c'est quand il est dépouillé de tout qu'il arrive en fait à se laisser aller à ses émotions et à ses sentiments. Donc voilà, mais aussi l'île des Phéaciens, elle est étonnante parce que par exemple, quand il va retourner dans sa patrie, donc c'est une île qui est, on dit, aux confins de la terre, et ils vont lui donner un vaisseau, et le vaisseau n'a pas de pilote, c'est-à-dire c'est guidé par la pensée, et le vaisseau connaît tous les caps, en fait toute la géographie maritime, mais sans pilote. Donc on se dit, ils étaient extrêmement modernes. C'est très high-tech, quoi. C'est très high-tech. Et là, vous évoquez dans ce que vous disiez à l'instant, l'importance de l'hospitalité, et l'importance de l'hospitalité qui passe par la poésie. Justement, quand on reçoit, on invite Démodocos quand l'étranger arrive, on fait chanter avant même qu'on ne connaisse leur identité. J'ai eu l'impression que dans votre travail, au Jardin Sécano, vous utilisiez aussi, vous faisiez de la poésie et du texte d'Homère un vecteur d'hospitalité. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça? Est-ce que vous aviez cette idée-là aussi? Oui, tout à fait, mais c'était aussi parce que donc, nous avons choisi la traduction de Philippe Jacotet, qui pour moi, c'est la plus belle traduction française. C'était un jeune homme quand il a traduit, c'était les années 50, donc je ne sais pas quel âge, il a 93 ans, donc il était... Et il a vraiment... lui, ce qu'il a voulu faire entendre, c'était la poésie orale de l'Odyssée. Et c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai choisi, on va dire tout le parce que c'est en vers blanc, en vers libre, mais aussi il y a tout un travail comme ça avec les sonorités, avec la langue. La langue est extrêmement dure, je dis, parce que pour les comédiens, ça a été un travail, et pour moi, avec eux, un travail colossal de faire entendre cette langue, qu'elle soit charnelle, qu'elle soit incarnée, et que ça ne soit pas juste une lecture plate ou une lecture... comment dire, c'est pas du Racine, ça demande vraiment à être... il faut l'empoigner, cette langue, quoi. Donc, vous me disiez... Et aussi, pour moi, c'était important, donc il y a une percussionniste japonaise qui a composé des parties musicales et qui accompagne le récit, parce que c'était aussi une manière de rendre compte
ce que pouvait être l'Odyssée maintenant, mais aussi ce que ça a pu être. Parce qu'au départ, l'Odyssée, c'était chanté. Puis après, ça a été comme slamé. C'était des rhapsodes. Mais au début, c'était des aèdes. Un peu comme les griots en Afrique chantent comme ça les histoires, les récits. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais envie qu'il y ait une musicienne avec nous. Et bien sûr, j'avais envie que cette musicienne, on ne soit pas dans quelque chose, on va dire, folklorique. Enfin, j'ai choisi une musique, on pourrait dire, moderne. C'est une percussionniste, elle fait de la musique contemporaine ou du rock ou du jazz. Et on a composé à partir de cela. Et puis, il y a des parties où on est dans du parler-chanter. Donc, j'ai deux des comédiennes qui chantent en même temps, qui parlent et chantent. Et puis, pour que ça soit généreux aussi pour le public, pour qu'il y ait du relief à notre récit, il y a des petits moments comme des refrains, comme des chœurs, en fait, des parties du texte qu'on fait en chœur et on les chante. Voilà. Puis aussi une chose importante, c'est le fait que certains de nos comédiens, les amateurs, disent des extraits dans leur langue. D'abord parce que ça leur faisait plaisir, ensuite parce que ça leur facilitait de s'emparer de ce texte, et on a trouvé que c'était un beau cadeau qu'ils nous faisaient et qu'ils faisaient au public. Et voilà, donc on a introduit dans cette Odyssée des extraits en portugais, en italien, en arabe, en grec ancien et en anglais. Oui, je voudrais qu'on revienne rapidement sur la question de l'hospitalité, parce que dans Ulysse, là, dans l'extrait que vous avez commenté, effectivement, c'est une hospitalité gratuite, puisqu'on ne sait pas qu'il est un roi, ce qui n'est pas forcément le cas à d'autres moments de son Odyssée. Mais il y a quelque chose sur lequel je m'interroge par rapport à la situation contemporaine, c'est que on accueille d'autant plus facilement qu'on sait qu'il ne reste pas et on l'aide à partir. Et je me demandais justement si on pouvait, pourrait dire, qu'est-ce que ça nous dit du contemporain, où effectivement on pense les étrangers comme des menaces parce que précisément on pense qu'ils vont rester. Et du coup, évidemment, d'ailleurs, en les contraignant, en les contrôlant, on les fixe. Et du coup, ils ne peuvent plus repartir parce qu'ils ont peur de se faire attraper aux frontières. Donc, comment vous voyez ça ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut expliquer finalement que cette hospitalité-là, aujourd'hui, ne se pratique plus à cause du regard complètement différent qui est porté justement sur l'étranger, qui n'est pas vu comme un voyageur, mais qui est vu au contraire comme quelqu'un qui veut s'installer définitivement. Je ne sais pas, est-ce que ça vous inspire ? Ben, ça m'inspire. C'est toute la question de l'être et de l'avoir. Je pense qu'on est dans des sociétés où on est plus axé sur la question de la propriété, de l'avoir, plutôt que la connaissance, ou on va dire quelque chose de plus métaphysique ou spirituel, parce que l'autre était vu comme un apport de richesse, comme une connaissance à cette époque-là. On le sent d'ailleurs, c'est écrit dans l'Odyssée. Même pour quand Ulysse y va dans... peut-être, on va dire, mis à part chez le Cyclope. Mais oui, là. Voilà. Ou là, d'ailleurs, il a presque je trouve qu'il a presque une façon de... Enfin, il a une analyse du Cyclope presque comme un colon. Il ne comprend pas pourquoi le Cyclope n'a pas exploité ses terres. Il ne comprend pas pourquoi, justement, il n'a pas fait des vignes, taillé ses vignes, etc., qu'il puisse vivre juste des fruits que lui donne la terre. Ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien qu'il y a une... il est très différent, Ulysse, suivant les endroits où il arrive. Mais moi, je pense que c'est de la question de la connaissance. C'est-à-dire que chez nous, l'autre est vu comme un ennemi et n'est pas vu comme une possible richesse. Ce qui se joue en fait quand Ulysse arrive en Phéacie est vraiment intéressant parce que dès qu'il arrive, Nausicaa, que nous avons vu dans l'extrait, lui dit suis-nous, mais fais attention, il ne faut pas qu'on te voie parce qu'ici on n'aime pas trop les étrangers. Et les gens vont commencer à médire, à dire qui est cet homme que Nausicaa a trouvé. Elle s'est peut-être trouvé un mari parce qu'elle
elle ne trouvait pas de Phéacien assez beau à ses yeux, etc. Et après, il va y avoir aussi un autre épisode où la tension chez les Phéaciens entre accueil et rejet de l'étranger est très forte. C'est au moment des Jeux, parce que Ulysse se fait agresser par un jeune noble Phéacien, Euryale, qui lui dit « Mais tu n'as rien d'un athlète, c'est pour ça que tu ne peux pas te mesurer à nous aux Jeux. » Oui. Et là, Ulysse se met en colère. D'abord, il prend un disque, il le jette plus loin que tout le monde. Et ensuite, il lui réplique vertement. Et à ce moment-là, le roi des Phéaciens, Alkinoos, doit intervenir pour calmer les choses. Cet épisode nous a vraiment beaucoup intéressés à cause de ça. Parce qu'effectivement, ce n'est pas l'accueil ou le rejet n'est pas joué d'avance. Il y a quelque chose de l'âme des Phéaciens qui se joue à ce moment, et on voit bien que c'est une lutte. Et finalement, le roi Alkinoos et la reine, qu'Ulysse va convaincre, vont peser pour l'aider autant qu'ils le peuvent, même s'ils sentent qu'il y a un risque avec ça. Parce qu'il y a un vieil oracle qui dit aux Phéaciens qu'un jour, ils vont escorter un étranger et que Poséidon leur en voudrait d'être de trop efficaces passeurs et qu'il les punirait de ça. Et donc, la question quand même est là, dans l'arrière-plan pour Alkinoos, est-ce qu'on doit prendre ce risque avec cet étranger ? Et il décide qu'il va l'aider, mais il demande à Ulysse à un moment qui il est, et Ulysse se lance dans son récit de ses aventures, et il les charme totalement, par son esprit, par son éloquence. Et là, il décide que non seulement ils vont l'escorter jusque chez lui, mais qu'ils vont lui faire des présents comme ils ne lui ont jamais fait. Voilà. Il les charme par son récit, mais surtout par l'art de la parole. C'est intéressant parce que Ulysse, il charme en fait aussi bien les femmes, on va dire, que les hommes par l'art de sa parole. Et chez les Phéaciens, je voudrais juste compléter quelque chose, c'est que le roi Alkinoos et la reine Arrêtée veulent vraiment l'accueillir, mais on sent qu'il y a une tension dans le peuple. Donc le roi et la reine veulent vraiment l'accueillir, mais on sent que certains ne sont pas en accord en fait avec cette devise. Peut-être parce que justement ils sentent la menace après les Jeux. Oui, merci. Et cet art de la parole que vous avez travaillé pour le retrouver, enfin, je trouve vraiment que là, je pense que c'est une expérience de spectateur partagée. On a eu l'impression d'avoir véritablement des rhapsodes et justement de retrouver une véritable émotivité. Enfin, l'émotion se transmet très très bien et la compréhension du texte en même temps et la façon dont se cristallisent les scènes grâce à votre dramaturgie. Et je suppose aussi à l'énorme travail de mise en voix du texte avec les acteurs. Je crois me souvenir que dans le texte, quand les servantes ont peur, Nausicaa explique que le royaume des Phéaciens est assez fort, assez puissant, que c'est une terre bénie des dieux, et que donc cette terre peut accueillir n'importe qui, en fait. Donc il y a l'idée aussi qu'on peut accueillir. Ce n'est pas simplement est-ce qu'on doit accueillir ou est-ce qu'on doit rejeter. Il y a aussi l'idée qu'on peut accueillir. On a le pouvoir d'accueillir, on a les moyens. Et là, ça rejoint totalement notre situation. C'est-à-dire que là, en ce moment, par exemple, on est en train de savoir s'il faut accueillir 62 personnes qui viennent de débarquer en Sicile. Enfin, c'est monstrueux de se poser ce genre de questions. C'est pour parler des acteurs. C'est une jeune troupe que j'ai trouvée absolument formidable, dont une caractéristique manifeste est qu'ils représentent une extrême diversité, beaucoup plus qu'on a l'habitude d'en voir sur les scènes en France. Alors, est-ce que ces acteurs de la diversité ont été appelés par Ulysse, ou bien est-ce que c'est Ulysse qui vous a amené à chercher des acteurs de la diversité? Donc, c'était une commande du Festival d'Avignon, cette Odyssée, mais c'est une commande que j'ai faite mienne. Déjà parce que j'ai commencé le théâtre
par les tragédies grecques et donc par l'Iliade et l'Odyssée. Et aussi, s'ils m'ont demandé à moi de mettre en scène cette Odyssée, de la mettre en voix, mais je dirais de la diriger, c'est parce que aussi j'ai été à l'origine, enfin, c'était Stanislas Nordet, Monia Trichy, la Fondation SNCF, qui d'ailleurs nous accompagne sur le feuilleton Ces Canaux. C'est même une idée, je pourrais dire, avec le Festival d'Avignon et la Fondation SNCF, mais aussi sur ce programme Premier Acte. Donc là, je vais rebondir sur... et aussi les fondations Edmond de Rothschild. Donc ça a été une volonté il y a 5 ans, parce que c'était criant, il n'y avait aucun acteur de la diversité sur les plateaux de théâtre français. On en voyait beaucoup plus en danse. Et aussi, il y avait très peu de jeunes acteurs issus de la diversité qui pouvaient accéder aux écoles. Même si les écoles sont gratuites, il faut pouvoir vivre. Et déjà, il faut pouvoir se sentir légitime. Donc ce programme, c'était un programme un peu, on pourrait dire, c'était volontariste, et tant mieux. Parce que parfois, il faut avoir des actes volontaristes pour changer les choses. Et moi, dès le début, j'ai donné des stages et des ateliers à ces jeunes gens, et à certains, je les ai en fait aidés à préparer les concours des écoles nationales. Même d'ailleurs, je les ai fait volontairement, qu'on va dire bénévolement, de les préparer au concours, parce qu'il fallait donner un coup de pouce. Même quand on a pensé ce programme, je veux dire, tout ça s'est fait. Heureusement qu'on a trouvé les 2 fondations qui, tout de suite, en fait, nous ont aidés. C'est très intéressant parce que ça a été soutenu par 2 fondations, SNCF et Edmond de Rothschild, et après, le ministère s'est rendu compte que c'était important. Mais avant tout, c'est arrivé par les fondations. Je le dis parce que c'est très important. Parce qu'en France, parfois, on a un drôle de regard sur la question des fondations ou des mécènes, qui est différent dans des autres pays. Et donc, grâce à tous ces gens, et grâce à notre travail, ces jeunes gens ont réussi à accéder à des écoles nationales. Donc c'est un programme qui a 5 ans, et du coup, Olivier Pi et Agnès Trolli m'ont dit « Mais toi qui as donné des cours depuis 5 ans à ces jeunes gens, on a organisé une audition, et là, j'en ai choisi. » Et du coup, je les connais, en fait. Je les ai eus en stage et à l'école, au Conservatoire et au Théâtre National de Strasbourg. Mais même si on se connaissait, je vais vous dire, c'était un travail, je ne sais pas pour dire, mais énorme de mettre, d'incarner, en fait. On est toujours en lecture, ils ont le texte en main. Mais du fait que c'est une langue, ce n'est pas une langue quotidienne, ça demande une musculation et un souffle particulier, parce que sinon, on peut vite vous ennuyer. Même, ça demande aussi est-ce qu'il n'y ait pas trop de bugs et tout ça. Et en plus, on a eu, en fait, pour tout vous dire, 19 jours de répétition pour 13 heures de spectacle. Heureusement, à un moment donné, j'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai demandé à ce qu'on ait une semaine de plus. Et là, je me suis tournée vers la Fondation SNCF qui m'a accordé et qui nous m'a soutenu une semaine de plus avec les acteurs. Mais par exemple, les amateurs, je les ai mixés ici à Avignon avec les acteurs. Donc, et c'est très peu, c'est-à-dire on répète la veille pour le lendemain. Aussi, je crois que c'était nouveau cette année à Avignon, mais c'était très intéressant. Ils m'ont demandé de travailler avec des amateurs qui n'avaient jamais fait de théâtre. Et on a eu, donc la semaine prochaine, parce que toutes les semaines, on change de groupe d'amateurs, j'ai travaillé avec des primo-arrivants, c'est-à-dire des gens qui ne parlaient pas le français, très peu. Qui venaient donc on a travaillé aussi dans leur langue. On a traduit des parties en bambara, en wolof, pour qu'ils puissent jouer, même qu'ils puissent comprendre l'Odyssée. Donc il a fallu passer par leur langue. Et c'est intéressant parce qu'ils m'ont rapporté de manière orale un récit malien qui ressemble à l'Odyssée. Donc voilà. Mais c'est assez passionnant en même temps, ce mélange, parce que ça crée des rencontres, ça crée beaucoup d'humanité, ça crée des mélanges. Par exemple, dans le groupe B, c'est aussi, ou dans le groupe C, il y a beaucoup de femmes d'un certain âge. Et c'est magnifique comment elles se sont mixées avec les jeunes, justement issus de la diversité, mais aussi qui sont très jeunes. Et
ce sont devenus des amis, quoi. Donc ces rencontres-là, ça crée quelque chose de plus que, on va dire, des répétitions normales dans un théâtre. Aussi le fait de jouer dehors, parce que c'était la volonté aussi de ce feuilleton, c'était de créer un théâtre citoyen. Et ça allait très bien avec l'Odyssée, parce que l'Odyssée était aussi jouée dehors à l'origine. C'était pas joué dans des salles, c'était joué dehors, sous les oliviers, avec le soleil méditerranéen. Jane Burbank, venez vous installer. Vous êtes professeur d'histoire russe à New York University. Donc merci d'avoir traversé l'Atlantique pour nous retrouver. Vous faites partie de ces historiens de la Révolution russe qui s'attachent beaucoup à resituer cet événement dans l'histoire plus longue de la Russie. Et là, vous avez très gentiment, pour ces rencontres, fait l'effort de revenir sur l'errance de Lénine, sur l'Odyssée de Lénine. Donc, je ne sais pas si ça vous inspirera plus tard d'autres adaptations, je ne sais pas. Et donc, je vous donne tout de suite la parole, puis après, on enchaînera avec des questions, et puis on fera le pont avec j'allais dire le vrai Ulysse, mais ça n'a pas beaucoup de sens, l'Ulysse original. Voilà. Merci. Merci. Et j'ai adoré le spectacle d'hier et je veux remercier la metteuse en scène, le dramaturge, c'était magnifique. Et maintenant, pour quelque chose un peu différent, pas complètement différent. Le sujet que les organisateurs des rencontres m'ont donné il y a quelques mois était le retour. Le retour. Alors, le retour de Lénine. Lénine, exilé vers l'Est et l'Ouest, dans la Sibérie et dans les pays de l'Europe occidentale, est-il possible de repenser son retour en Russie en avril 1917 sur le fond du retour d'Ulysse? Lénine et Ulysse, expulsés de leur patrie, ces individus hors normes s'orientent vers l'avenir, le retour au pays, la vengeance contre leurs rivaux, la conquête d'un pouvoir qu'ils jugent être le leur. Ils rejettent la tentation de vivre comme les autres. Ils essaient de gérer leurs émotions intimes. Ils utilisent leur connaissance des faiblesses humaines pour se tenir au-dessus de leurs compagnons de route. Ils sont réalistes, pragmatistes, prêts à se déguiser en n'importe quel minable pour arriver debout à la fin du voyage. Le voyage a un but fixe, mais ils sont les seuls à imaginer comment y arriver. Ils bravent les dieux, sèment la terreur, tout ça pour mieux réussir le retour, la conquête, la victoire ultime. La préparation. Pour commencer, notons que Lénine, dans son enfance, a lu l'Odyssée d'Homère. Et non simplement lu, il l'a étudié au lycée classique de Simbirsk, la ville sur le fleuve Volga, où son père était inspecteur des écoles primaires. Le jeune Vladimir Ulyanov a étudié le latin et le grec au programme de 7e année sans leçon dévouée à l'Odyssée. Sans leçon. Lénine était meilleur de sa classe. Bon élève, bon enfant. Lénine n'était pas un roi, ni le fils d'un roi, comme Ulysse. Mais il était quand même un noble. Son statut civique venait de son père, fils d'un portier, qui a fait une carrière spectaculaire. Lénine partageait certaines caractéristiques avec son père.
auteur inférieur à la moyenne, esprit ironique et critique, coléreux, grand joueur aux échecs. Le père de Lénine est mort tôt, fait qui a marqué l'adolescence de lycéen et la vie de sa famille, la mère et 6 enfants. Un autre choc pour le jeune Lénine. Son frère aîné est adoré, a été arrêté et exécuté en 1887. Il était complice dans un assassinat raté de l'empereur. Le sort de son frère accordait à Lénine une mystique dans les années à venir. Lénine est devenu frère de martyr, purgé de toute suspicion de collaboration avec la police secrète. Le voyage. Avant son retour à Ithaque, Ulysse a erré pendant 20 ans. Lénine n'en a fait que 18, 3 ans en Sibérie, 15 en Europe occidentale. Il a été de retour en Russie brièvement en 1905 pour une révolution ratée. Mais on peut aligner cette aventure décevante avec le moment quand Ulysse s'est approché à Ithaque avant d'être poussé en arrière, faute de ses compagnons de route. Le retour raté fait partie des épreuves des 2 héros. Lénine n'était nulle part enraciné. Même dans son enfance, il a vécu dans plusieurs maisons, appartements, dachas. Il a habité Simbirsk, Kazan, Samara, Saint-Pétersbourg. Avant son exil en Sibérie. En 1900, il est parti pour l'Europe, où il est resté à Munich, Londres, Genève, Stockholm, Stuttgart, Capri, île des Tentations, Paris, Cracovie, les Alpes suisses, Zurich. Presque toujours, il vivait en secret. Je veux signaler une grande différence entre les 2 Odyssées. Pour Ulysse, l'errance a été forcée. Les dieux capricieux l'ont bloqué. Son but était un retour à son statut de roi, du mari de Pénélope, à l'ordre établi. Lénine était bloqué par son propre projet. Son but était la révolution en Russie et le socialisme mondial. Les obstacles à tout ça ne venaient pas des dieux. Ils venaient de l'humanité même, de l'histoire, des conditions de vie aperçues comme normales par tout le monde, ou presque tout le monde. Lénine voulait la destruction de l'ordre ancien et la création d'un tout autre monde. Mais comment le faire? Si Ulysse était doué pour les récits oraux, charmants, Lénine était écrivain, prodigieux. Il était un grand producteur de textes, des études, commentaires, livres, brochures, articles pour la presse socialiste. Pendant son odyssée, Lénine s'est heurté à de nombreux obstacles et revers. Ses idées et sa personnalité ont dégoûté un grand nombre des activistes. Les socialistes dans l'émigration russe n'étaient jamais unis sur les tactiques, les méthodes, la théorie. Et la Grande Guerre a poussé leur objectif bien dans l'avenir. Lénine lui-même a écrit, après son exil, et en Suisse, en 1916, il a écrit en janvier 1916 que sa génération pourrait ne pas voir la bataille finale de la Révolution. Un mois plus tard, en février 1917,
un an plus tard, la révolution éclate en rétrograde. Fin de la dynastie Romanov, commencement de la Russie démocratique. Alors, le retour. Lénine est désespéré pour rentrer. Mais comment y aller pendant cette guerre meurtrière? Comme Ulysse, Lénine a été aidé par un roi, Alcinous, avec la capacité de le transporter vers son pays. Le gouvernement allemand, dans ce cas, où l'empereur était toujours sur son trône, a autorisé un train scellé pour amener les révolutionnaires de la Suisse en Russie. Les Allemands voulaient le chaos dans la Russie. En effet, le train scellé était un cheval de Troie. Et rappelons, justement, on a parlé de ça, les deux rois qui ont transporté nos héros ont souffert des conséquences graves de leurs efforts. Avril 1917. Lénine arrive en Russie. Du premier moment, il est dans le turbulent de la politique révolutionnaire. Ses thèses d'avril choquent les socialistes. C'était anarchisme, le pouvoir. C'était pas marxisme. Impossible d'aller directement au socialisme en Russie, de donner le pouvoir aux soviets, ces conseils d'ouvriers incontrôlables. Et dans quelques semaines, Lénine est devenu encore hors la loi. Rejeté par la plupart des membres de son parti, attaqué dans la presse comme un traître, obligé de se cacher en Finlande. Mais en octobre 1917, 5 mois après son arrivée en avril, il est devenu roi. Il remplace les tsars et les élites libéraux et les socialistes modérés pour se mettre à la tête d'une nouvelle Russie avec l'ambition de bouleverser l'ordre établi du monde entier. Comment tout ça est-il possible? Pour répondre et pour conclure, je reviens à le modèle d'Ulysse, à l'homme aux 1000 ruses. Lénine, comme Ulysse, était un maître de déguisement. Prenons ses chapeaux. Il en avait plusieurs et apparemment il en trouvait un certain plaisir. Il s'est décoré avec une haute de forme, un chapeau melon, une casquette, un panama, des chapeaux de fourrure de plusieurs types. À Saint-Pétersbourg, comme jeune activiste dans les années 90, il avait au moins 3 looks différents. Comme avocat, sa profession, haute de forme et queue de pied. Propagandiste au banlieue, il s'est habillé dans les vêtements usés, avec le faux nom de Nikolai Petrovitch. Dans le milieu des marxistes, il s'appelait Starik, le vieux, à cause de son image de vieillard, même dans sa jeunesse. Comme Ulysse, Lénine était un comédien doué, capable de jouer 3 rôles à la fois, de se distinguer comme auteur des études sur la théorie socialiste, de manipuler ses pairs avec ses colères et sarcasmes meurtriers. Ses attitudes respectueuses vers les femmes proches de lui contrastent fortement avec sa malice et mépris pour ses compagnons masculins. Les rapports avec les compagnons de route. Ça, c'était le jeu principal pour Lénine et Ulysse. Nos 2 héros, ils étaient des brillants psychologues. Ils comprendraient les faiblesses de leurs compagnons et néanmoins leur dépendance de ceux-ci. Pour Lénine, la difficulté était ses pairs, les intellectuels surtout. Il les détestait.
il les attaquait cruellement, constamment, par écrit et dans ses discours. Pour les deux héros, le retour était risqué. Transportés chez eux par une puissance étrangère, ils ont repris la ruse. Déguisés, ils sont approchés de leur proie avec l'aide de quelques proches. Pour Lénine, ce serait avant tout Trotsky. Il s'est rendu séparément à Petrograd, de même que Télémaque à Ithaque. Avant le dénouement, encore les insultes, la vie en cachet, les déguisements, enfin le moment de vengeance. Bien organisée, violente et dans les deux cas sanglante. En regardant en arrière ces triomphes, ils semblent si improbables, si chanceux. Pendant son odyssée, Lénine, échappé plusieurs fois, a été arrêté, a été privé de l'opportunité de réussir son retour. La capture de Lénine en juillet 1917 aurait changé le cours de l'histoire mondiale. Pour Ulysse, ces échappes de justesse sont explicables. Il avait une déesse à ses côtés. Athénée l'a guidé. Mais Lénine, avait-il des dieux avec lui? Il avait bien sûr un dieu. C'était Marx. Pendant toute son odyssée, Lénine ne cessait jamais à essayer d'interpréter les écrits de son dieu, de faire vivre son plan pour l'humanité. Mais Marx ne pourrait pas protéger son disciple contre les puissances étrangères, contre les faiblesses corporelles, le faim, les maladies, le besoin de se reposer. Pour tout ça, il faut avoir une déesse, ou même 2, 3. Et Lénine avait des déesses avec lui pendant toute sa vie. Sa mère, qui a payé ses dépenses, c'est sûr qu'ils l'ont soutenu partout. Sa camarade bien-aimée, Inès Armand. Et, contrairement à Ulysse, Lénine avait sa femme à ses côtés lors de son voyage vers le pouvoir. Nadejda. Le prénom signifie l'espoir. Nadejda était toujours là pour Lénine. Nadejda et les autres femmes, les déesses, arrangeaient son hébergement, ses habits, ses thés, ses papiers, ses livres. Lénine profitait de leur protection, de leur tendresse, de leur loyauté absolue. Une famille qui était avec lui pendant son voyage, pendant son retour, pendant sa victoire. Merci de votre attention. Alors, moi, j'ai envie d'abord de vous donner tout de suite la parole, parce qu'on n'a pas toujours cette chance d'avoir à ce point une communication scientifique qui fait l'effort, justement, de jeter des ponts avec votre histoire d'Ulysse. Et voilà, donc, comment ça vous fait réagir ? C'est passionnant, c'est passionnant. On aurait aimé avoir cette discussion avant d'avoir entrepris cette adaptation. Alors, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, des ressemblances étonnantes entre les deux personnages. Moi, je retiens en particulier le côté rusé, le fait qu'ils se déguisent, cette obsession à réaliser leur objectif et à y arriver par tous les moyens. Ulysse, c'est l'homme aux mille tours qui trouve toujours un moyen. Oui. Alors, je dois dire que quand nous nous sommes retrouvés devant cette grande Odyssée, qui est un monument, on a cherché une porte d'entrée.
Et la porte d'entrée qu'on a trouvée nous a peut-être éloignés de ce que vous avez dit sur Lénine, parce que c'est un passage où Ulysse, alors qu'il est perdu dans son périple chez Circé, Circé lui apprend qu'il doit aller chez les morts, rencontrer le devin Tirésias, qui doit lui dire comment il peut retourner à Ithaque. Donc il va chez les morts, il rencontre Tirésias. Tirésias lui explique ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire pour pouvoir retourner à Ithaque. Et après, il lui dit, une fois que tu seras rentré à Ithaque, que tu auras éliminé tous tes ennemis, que tu auras retrouvé les tiens et recouvré ton trône, tu vas devoir repartir en voyage. Et que ton voyage va durer jusqu'à ce que tu rencontres un peuple qui ne connaît ni la mer ni le sel. Et tu sauras que tu es arrivé au terme de ton voyage quand une personne de ce peuple va confondre la rame que tu portes sur ton épaule avec une pelle à vanner le grain. Et nous, qui avions lu l'Odyssée il y a bien longtemps, tout d'un coup, de redécouvrir ça, redécouvrir qu'il y a une Odyssée après l'Odyssée, on s'est dit, mais au fond, l'Odyssée, ce n'est pas tellement l'histoire du retour d'Ulysse à Ithaque que l'épopée du voyage en tant que telle, la rencontre de l'autre qui est constitutif de l'être humain. Ça a été en tout cas notre porte d'entrée et notre point de vue. Et ça nous a éloignés un peu de la fin qu'il y a à Ithaque, où on la joue, hein, cette fin. Vous la verrez dans le 13e épisode, où Ulysse, après avoir massacré tous les prétendants, recouvre son trône. Mais d'ailleurs, cette fin, pour nous, elle reste un mystère. Parce qu'on se demande comment, après avoir massacré toute la jeune noblesse d'Ithaque, avec tous les ressentiments que ça a créé, un début de guerre civile, malgré l'intervention d'Athéna, on a du mal à croire que la paix puisse revenir dans Ithaque. Et donc on s'est dit, au fond, qu'est-ce qu'il a construit, Ulysse ? Voilà, ça reste pour nous un grand mystère. Réponse. Bien sûr, c'est super. Bien sûr, les caractères sont très différents et certainement la fin. Et à la fin, Ulysse voulait presque la guerre civile. Il se prépare pour tout ça. Mais là encore, on voit les dieux, parce que c'est les dieux, c'est juste même qui met fin à tout ça. Il dit il y aura la paix ici. Mais Lénine avait aucune peur de la guerre. Et la guerre civile a commencé immédiatement. Et il manquait de cette humanité contre la guerre. Et aussi, sur la question, j'ai aimé votre interprétation. Mais je crois là aussi, avec la question d'hospitalité, pour Lénine, ce n'était pas tout ça. C'était ces femmes qui ont organisé toute sa vie privée, mais pas complètement privée. Mais l'idée d'avoir une hospitalité entre royaux, avec l'hierarchie, avec les esclaves, avec les servants, tout ça. Il détestait ce monde bourgeois de son époque. Donc, c'était notre... Dans ce sens, votre représentation est tout à fait différente de la caractère de Lénine. Bon, Ulysse, il est quand même pas tout seul sur son rafio. Hein. Il y a un équipage qui, malheureusement, va progressivement se réduire à peau de chagrin. Lénine non plus, il n'est pas tout seul. Il crée d'ailleurs un parti de révolutionnaires professionnels. Donc, comment l'un et l'autre, et Lénine en particulier, parvient-il finalement à s'imposer comme le chef ? Parce que Ulysse, lui, il est roi. Il n'a pas eu à s'imposer comme leader, alors que, évidemment, la question se pose quand même à écouter votre intervention. On voit le caractère, cette trempe qui s'est nourrie de son expérience biographique et de cette volonté de vengeance. Mais ça, c'est une explication ex post. C'est-à-dire qu'il a bien fallu pratiquement qu'il s'impose vis-à-vis d'autres chefs de chapelle ou de groupes politiques. Est-ce que là-dessus, vous pourriez quand même rapidement un petit peu revenir
pour ne pas donner l'impression, effectivement, d'une espèce de héros solitaire qui irait vers son destin, qui était celui de réussir la révolution en Russie. Comme j'ai dit, son retour a été très chanceux. Oui. Et particulièrement parce qu'il était détesté par la plupart des élites socialistes. Il les a attaqués, il était toujours il se positionnait au-dessus de tout le monde. Et si on peut échapper du trajet de l'histoire du XXe siècle, nous savons la fin. Nous savons que le roi a une révolution. Mais quand on pense comme Lénine en 1916, c'était très peu probable que cet homme pourrait prendre le pouvoir et changer le cours de l'histoire. Et pour moi, toute l'énigme de Lénine, et là je suis aidée par Ulysse, c'est comment il a géré son entourage, comment il a manipulé ses compagnons de route, et en même temps, à la fin, il est accepté par les socialistes, la plupart, et en Russie. Et là, je crois qu'il y a deux réponses. Une, c'est le contexte. La culture politique en Russie voulait dire qu'il y aura un roi. La culture en Russie, même à ce moment, c'est de remplacer l'empereur par une figure très, très forte. Quelqu'un qui pourrait remplacer l'empereur. Ça, c'était il n'y avait que 2 dynasties avant. Voilà. Donc, une figure, une personnalité va jouer un grand rôle. Mais pourquoi Lénine? Et là, il était un peu plus âgé que ses compagnons dans l'élite socialiste. Il était très intellectuel. Il était toujours réputé pour son intelligence, mais aussi pour ses attaques contre ses rivaux dans le underground. Et donc, je crois qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de lui. Et je crois que la peur, c'était une de ses méthodes. Bon, le mythe du gentil Lénine et du méchant Staline, ça ne tient pas 15 secondes. Je voudrais rebondir sur... Alors, allez-y, de la fin. Parce que je trouve qu'il y a des points de similitude et aussi de différence. Parce que, par exemple, pour moi, ce qui est aussi ce que l'on entend dans l'Odyssée, c'est la question de l'homme libre, d'un être libre. Lénine, il est plus dans une volonté d'égalité. Ulysse, pour moi, est plus, en tout cas Homère, dans ce qu'il raconte, dans un désir de liberté, d'un être libre. Et il y a un exemple d'ailleurs, quand il est chez Calypso, elle lui promet l'immortalité. Est-ce qu'elle veut le garder comme époux? Elle lui promet la jeunesse, qu'il sera toujours aussi beau, etc. Et lui, il préfère avoir sa liberté, retrouver sa liberté, et que d'être un homme, que d'être immortel. Ça, c'est incroyable. Il dit qu'il préfère être mortel et libre que d'être emprisonné chez une déesse. Et là-dessus, je trouve qu'il y a des points de différence entre Lénine et... Parce que Ulysse, il se bat pour lui. Lénine, il se battait aussi pour un peuple derrière. Il est moins... C'est plus pour moi, Ulysse, il est plus empreint de philosophie que de politique. Non, mais c'était juste parce que nous avons travaillé avec Blandine. Blandine dirige une classe préparatoire pour des élèves issus de la diversité sociale et culturelle. Et on a travaillé beaucoup avec eux sur une pièce de Heiner Müller qui s'appelle Ciment. Et cette pièce se passe pendant la guerre civile en Russie et l'instauration de la nouvelle économie politique. Et donc, il est beaucoup question du pragmatisme de Lénine. Et c'est très inspirant ce que vous nous dites. Si un jour on monte Ciment, où il y a beaucoup de références
à la mythologie grecque, on sait qu'il va falloir regarder du côté de l'Odyssée aussi. Ça, c'est... Bon, merci beaucoup. On est obligé d'arrêter là, vous trois. Bravo. Pour ceux qui ne sont pas encore allés écouter l'Odyssée, c'est en continu, donc allez-y, précipitez-vous. Heureux qui comme Ulysse, heureux qui comme Lénine. Je pense que ce qu'on a bien vu aujourd'hui, c'est cette tension entre l'Odyssée comme un des textes qu'on croit connaître, et en même temps, on vient de nous le rappeler, l'Odyssée en cache une autre. Hein, et ces lectures, qu'est-ce qui se passe après la guerre, ce sera encore le sujet de cet après-midi. C'est Sylvain Vénère, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Grenoble-Alpes. Je le présenterai juste en quelques mots. D'une part, bien sûr, pour être un des grands spécialistes de l'aventure, et c'est à ce titre-là, je crois, qu'il est ici aussi. Et d'autre part, j'aimerais quand même aussi signaler son activité de directeur et co-auteur de l'histoire dessinée de la France. Donc je suis quelque part étonné qu'il n'ait pas apporté un crayon avec lui là maintenant, mais je pense que la présentation va bien sûr nous montrer ce qu'il veut nous dire par rapport à l'aventure, aussi à une histoire genèse d'une mystique moderne. Je souligne d'ailleurs que les livres des deux conférenciers qu'on va entendre sont aussi disponibles là-bas sur le stand, donc n'hésitez pas tout à l'heure à la pause d'y jeter un coup d'œil. Voilà, Sylvain, à vous. Merci. Merci pour l'invitation à participer à ces rencontres. Alors, ce que je vais raconter, non, je suis désolé, sans dessin et même sans PowerPoint, parce que le sujet ne s'y prête pas tant que ça, résonne pas mal avec ce qui vient d'être dit sur l'Odyssée et le spectacle qu'en ont tiré Blandine Savetier et son équipe. Je l'ai vu hier, j'ai vu l'épisode 2. Donc, pour ceux qui l'ont vu aussi, vous avez cette troupe de jeunes comédiens dont on a souligné tout à l'heure la diversité, qui commence au début du spectacle par traduire dans un vocabulaire extrêmement moderne l'Odyssée, avant de reprendre le texte ancien, dans une traduction qui est pour partie celle de Jacotet, et puis qui est aussi en plusieurs langues, hein, comme ils l'ont expliqué tout à l'heure, ce qui est une manière d'exprimer, ce qui a été très clairement dit par les metteurs en scène tout à l'heure, une idée selon laquelle le désir de voyage, le désir d'aventure serait en réalité constitutif de la condition humaine, ce serait de tous les temps, ce serait de tous les pays. Alors c'est une idée qui était déjà défendue par exemple par notre maître à beaucoup, historien, Lucien Febvre, qui disait que le désir d'aventure, c'était ce qui avait saisi le premier homme des cavernes qui avait décidé de quitter sa grotte pour gagner l'horizon, ce qui était une conception pour une part de la préhistoire erronée et aussi pour une autre part une conception sans doute de l'aventure erronée. Je voudrais montrer assez rapidement ici que contrairement à cette idée que Lucien Febvre combattait par ailleurs, hein, cette idée qu'il n'y aurait rien de neuf sous le soleil, on peut faire une histoire de l'aventure. Et de toute façon, les historiens, vous le savez sans doute, n'aiment pas trop qu'on leur dise que les choses étaient déjà là. Plus les choses changent avec le temps, plus ils ont une justification sociale, plus ils peuvent réclamer, je le dis ici, des postes et des crédits. Alors je vais faire ça très rapidement, en trois temps, et en vous priant de m'excuser d'être un peu rapide. Le premier de ces temps, ce serait d'imaginer ce que serait une histoire un peu longue du voyage, disons depuis le XVIe siècle, ou en tout cas du voyage européen, j'y reviendrai, ce moment où on a progressivement défini le voyage comme un mode d'acquisition des connaissances privilégiées. Et même si on va finir tout au long des XVIe et XVIIIe siècles par distinguer de plus en plus précisément ces voyages qu'on finira par appeler des voyages d'exploration et ces voyages qu'on finira par appeler des voyages touristiques, en réalité, les deux avaient le même impératif qui consistait à apprendre par le voyage. Alors de ce premier moment, disons, qui irait jusqu'à la fin du XIXe siècle, on peut noter deux choses. D'abord, dans les récits qui sont rapportés de ces voyages, les aventures, quand elles existent, sont toujours régies par le code de l'anecdote. Quand le voyageur vous raconte une de ses aventures, il ne le fait pas pour parler de lui, il le fait parce qu'il suppose qu'en mettant en scène une des anecdotes de voyage, il va
de cette façon-là, dire des choses sur les mœurs, la façon de vivre des gens qu'il a rencontrés. La deuxième chose qu'il faut noter dans ce premier moment, c'est la progressive définition d'une méthode qu'on appellera au XIXe siècle la science récréative, une méthode d'apprentissage des connaissances par la récréation, qui consiste donc non pas à asséner un cours magistral aux enfants, mais à les faire venir aux connaissances en leur présentant quelque chose de séduisant. Et ce quelque chose de séduisant, bien souvent, ce sera le voyage. Et là aussi, l'Odyssée fournit un modèle, puisqu'on peut penser aux aventures de Télémaque de Fénelon pour l'instruction du dauphin, ou alors par la suite à ce que fait Daniel Defoe quand il lance le genre de la robinsonnade au début du XVIIIe siècle, et toute cette littérature, dont je vais à grands traits, mais qui finit par aboutir à Jules Verne. Alors dans les deux cas, qu'il s'agisse de voyages réels ou de voyages imaginaires, et si tant est qu'on peut opérer une distinction nette entre les deux, il y a une constante. Le héros, ou le voyageur, est toujours un héros du retour, à l'image d'Ulysse. On ne part pas pour jamais, on part pour revenir chez soi, mûri par les expériences et en ayant appris quelque chose. Ça correspond tout autant à des modèles littéraires, dont l'Odyssée fixe en quelque sorte le premier, qu'à des pratiques bien réelles. Pensez à ce qui naît au XVIIe siècle en Europe sous la forme du Grand Tour, qui va donner par la suite le tourisme, et dont la forme géométrique même dit qu'il s'agit d'abord de revenir à son point d'origine. Pour le dire comme Chateaubriand, le voyage, c'est ce qui permet de compléter le cercle de ses études. Dans les deux cas, qu'il s'agisse des voyages réels ou des voyages imaginaires, ce qui est condamné, et très sévèrement, c'est le désir d'aventure lui-même. Ulysse se bat pour rentrer chez lui, il ne se bat pas pour vivre des aventures. Et tous les modèles ultérieurs feront la même chose. Ça reste vrai chez Robinson Crusoe, par exemple, qui part, mais qui, à la fin du livre, regrette d'avoir subi ce qu'il appelle cette maligne influence qu'il aurait éloigné des sages conseils de son père. Cette maligne influence, on peut appeler ça, si on veut, le désir d'aventure. Chez Jules Verne, c'est pareil. Il n'y aura aucun de ces héros pour défendre l'idée que la quête de l'aventure, en elle-même, est quelque chose de positif. En réalité, le désir d'aventure est perçu un petit peu comme une des grandes passions augustiniennes, ces grandes passions qui sont capables de transformer l'ordre en chaos et contre laquelle il faut se prémunir. Au XIXe siècle, la thermodynamique qu'on met en place va fournir une nouvelle métaphore à ces passions-là. On parlera de la nécessité d'avoir des soupapes de sûreté pour éviter que la pression de ces désirs fasse exploser la société. De la même façon que les prostituées servent de soupapes de sûreté au XIXe siècle à l'expression du désir sexuel, on va considérer de plus en plus, et dans des traités d'économie politique de la fin du XIXe siècle, que les colonies servent de soupapes de sûreté au désir d'aventure, avec cette idée que ce qu'on doit envoyer d'abord aux colonies, ce sont ces jeunes hommes qui sont incapables de grandir et qui sont toujours mus par le désir d'aventure, ce que le romancier Claude Farrère appelle le fumier humain, sur lequel on fera pousser, dans les colonies, les fleurs de la civilisation. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est ce qui se passe au tournant des 19e et 20e siècles, et ce changement dont on n'a pas toujours conscience, qui consiste à, au contraire, célébrer le désir d'aventure, à commencer à imaginer que l'aventurier, c'est-à-dire ce personnage qui part vivre des aventures au loin, pas pour la science, pas pour la religion, pas pour la patrie, mais pour lui-même, peut être un modèle d'existence. Ça s'incarne dans toute une série de personnages dont on a peut-être en tête, Laurence d'Arabie, par exemple, en général, fournit un modèle souvent, mais ça s'incarne aussi dans une nouvelle forme littéraire qu'on appelle le roman d'aventure, Aventure sans S, dont Joseph Conrad, probablement au début du XXe siècle, est l'auteur le plus célèbre, à ce point que dans les années 1920, les deux éditeurs français, Grasset et Gallimard, se font une petite guerre pour savoir qui va avoir le Conrad français, Grasset croyant le tenir avec Malraux et Gallimard avec Saint-Exupéry. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est ce moment où on considère que cette aventure, à laquelle on n'avait jamais vraiment pensé comme ça, fournit, comme pour le dire comme le philosophe Vladimir Jankélévitch, une modalité esthétique de l'existence. C'est-à-dire c'est une forme de dandisme dangereux, en quelque sorte.
l'aventurier, c'est celui qui fait de sa vie un poème en acte. Et c'est ce qui fait que Rimbaud, qui meurt en 1891, qui ne s'est jamais lui-même défini comme un aventurier, qui n'a jamais prétendu, même dans sa correspondance, partir en Éthiopie pour vivre l'aventure, devient la figure tutélaire au XXe siècle de tous les grands aventuriers, tous ceux qui sont mus par ce que Malraux appelle le génie de l'adolescence et qui vont chercher, aux frontières du monde, le moyen d'une saisie de leur propre destin, le moyen d'un dévoilement du sens caché des choses. Ce qui pourrait montrer ça, ce serait la fortune de la réévaluation, disons, de la figure du chercheur d'or à partir du début du XXe siècle, figure extrêmement méprisée au XIXe siècle. Tous les chercheurs d'or chez Jules Verne sont des personnages méprisables, parce que la morale de l'existence, c'est la morale du travail et de l'effort, et que le chercheur d'or, c'est au contraire celui qui cherche la fortune par le destin. Or, ce modèle-là résonne avec les conceptions de l'aventure qui émergent au tournant des 19e et 20e siècles. Alors, quand on fait cette recherche, comme moi je l'avais faite, en brassant pas mal de discours, il se pose quand même une question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, disons, entre les années 1880 et les années 1920, qui fait que, en Europe en tout cas, l'aventure change de sens ? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Il me semble que ça n'est pas très compliqué, mais il faut aller jusqu'au bout de cette logique-là. Ça s'interprète par le fait que l'aventure est une réaction nostalgique aux transformations supposées de l'espace mondial. Ce qui semble disparaître au tournant des 19e et 20e siècles, c'est l'inconnu. Les taches blanches sur les cartes de géographie sont en train de disparaître. Ce qui disparaît, c'est l'incertitude dans les transports, sous l'effet d'abord de la navigation à vapeur et du chemin de fer, et puis ensuite de l'avion et de l'automobile. Et ce qui semble disparaître, c'est la sauvagerie, sous l'effet, alors sinon de la politique de colonisation, du moins du discours de propagande coloniale qui l'accompagne. Un monde dans lequel il n'y a plus d'inconnus, dans lequel les transports sont sûrs et confortables, et dans lequel il n'y a plus de sauvages, c'est un monde qui vient de se priver de toute possibilité d'aventure. Et c'est au moment où émerge ce discours sur l'impossibilité de l'aventure qu'émerge évidemment cette mystique nouvelle qui fait de l'aventure le centre de toute une série de vertus suprêmes. Jack London dit ça très bien à propos de l'Odyssée, justement, où il dit l'Odyssée, le monde d'Ulysse, dit-il, le monde d'Homère, quelle terrifiante aventure c'était. Et pourtant, c'était que la Méditerranée. Mais pour Jack London, dans les années 1900, la totalité de la planète, à ce moment-là, est devenue beaucoup plus petite, beaucoup plus sûre et beaucoup plus civilisée que la Méditerranée d'Ulysse. L'aventure est impossible. Alors, comment conclure ? Une fois qu'on a en tête cette transformation des représentations de l'aventure, et comment, d'ailleurs, je conclurai moi, mais comment les gens ont conclu globalement au XXe siècle. Du point de vue de la création littéraire et artistique, ça s'est traduit par l'invention de mondes alternatifs, des mondes dans lesquels on allait pouvoir imaginer que l'aventure était possible. Alors ça donne dans le domaine littéraire, par exemple, la création de la science-fiction ou de l'héroïque fantasy, et le monde de l'aventure devient la terre du milieu de Tolkien. Ça donne aussi, ou alors ça donne, toujours dans ce domaine de la création artistique et littéraire, le souci d'assumer la dimension nécessairement parodique de toute aventure dans un monde qui désormais l'interdit. Et ça, vous pouvez le voir, par exemple, dans les récits de voyage de Peter Fleming, le frère du créateur de James Bond, ou dans les récits de voyage très drôles de l'anthropologue Nigel Barley, plus récemment. Dans le domaine des pratiques, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça change ? On peut essayer de réinventer l'espace qui autrefois autorisait l'aventure, dans un geste qui est nécessairement un geste de jeu. On fait comme si. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, si, par exemple, les tours du monde à la voile apparaissent au moment où, sur les bateaux à vapeur, il est extrêmement facile et confortable de naviguer. Il faut s'interroger sur ce phénomène qui va de Slocum à Alain Gerbaud en passant par Jack London, toujours. Il s'agit bien de recréer les conditions qui rendaient l'aventure possible autrefois, à une époque où, précisément parce que ces conditions existaient, on ne pensait pas à l'aventure. C'est le paradoxe de cette histoire.
Alors cette réinvention actuelle, toujours, elle fait l'objet évidemment d'énormément de critiques. Est-ce que vous êtes encore en train de vivre une aventure si vous vous privez du moteur pour aller faire le tour du monde à la voile, mais qu'en même temps vous avez un GPS et que de toute façon on viendra vous chercher en hélicoptère si votre bateau se renverse. Et donc il y a toujours cette incertitude qu'on voit dans les commentaires sportifs en particulier, sur ce qu'on appelle depuis les années 1970 les sports d'aventure. Et dans le domaine de l'histoire, et je conclurai et je finis là-dessus, comment est-ce qu'on peut conclure une fois qu'on a mis tout ça en place et qu'on a réussi à déconstruire cette notion d'aventure? Peut-être que la prochaine étape consisterait à la désoccidentaliser, cette notion d'aventure qui s'est incarnée systématiquement dans des personnages, d'abord des hommes, puis ensuite des femmes, mais qui, de toute façon, venaient tous de l'espace occidental. Et peut-être essayer de retrouver par d'autres itinéraires des récits qui en fait existaient déjà, mais que ce grand récit occidental de l'aventure a fini par dissimuler alors qu'ils étaient présents. Pensez par exemple à Moby Dick, qui a toujours été lu et adapté comme la folie du capitaine Ahab face à l'esprit de sérieux du second Starbuck sous le regard du narrateur Ismaël, et en oubliant la plupart du temps Daggoo, Tashtego, Queequeg et tout cet équipage qui venait des Indes, qui venait de l'Océanie, qui venait d'Afrique et qui était un élément essentiel de l'intrigue de Melville. Donc ça, je vous en parle parce que je viens de publier une bande dessinée là-dessus qui essaie justement de comprendre comment est-ce qu'on peut lire de ce point de vue-là Melville aujourd'hui, dans d'ailleurs une démarche qui n'est pas si éloignée que ça de celle qui occupe le Festival d'Avignon, puisque pour Melville, les planches du pont du Pécode étaient les planches d'un théâtre. Et ce qui se jouait sur le pont du Pécode, c'était une tragédie shakespearienne. Et puis on peut faire autre chose, un autre type de démarche. J'en donne l'exemple aussi parce que j'ai publié il y a 2 ans un roman sur le jardin des colonies à Paris, le jardin d'agronomie tropicale, pour lequel j'étais allé aux archives. Dans ce jardin d'agronomie tropicale, en 1907, on avait mis en scène un village colonial, comme on le faisait beaucoup à l'époque, ce qu'on appelait des exhibitions ethnographiques, et on demandait à des gens de jouer les rôles de Dahoméens, de Touaregs, et on a retrouvé la trace d'un de ces personnages-là, qui s'appelait Mohamed... qui s'appelait, j'ai perdu, Mohammadi Benjabala, qui venait du Soudan, ce qu'on appelait le Soudan à l'époque, donc plutôt le Sahel d'aujourd'hui, qui a prétendu avoir participé à la guerre russo-japonaise en Mandchourie en 1904-1905, puis s'est retrouvé à Paris en 1907 à jouer le rôle d'un guerrier touareg. Comme il a volé des commerçants à Nogent-sur-Marne, la gendarmerie l'a arrêté, et c'est ce personnage-là qui arrive dans les colonnes des journaux parisiens de 1907. Et moi, ce Mohammadi Benjabala n'a laissé aucune trace. Il n'a pas raconté ce qu'a été son aventure, et ce serait sans doute intéressant d'essayer de le faire d'un point de vue différent de celui que je viens de vous présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces récits, cette aventure de l'aventure, si on peut se permettre cette facilité. En tout cas, on voit comment l'histoire longue des pratiques et des notions et des imaginaires permet aussi justement de ressaisir des textes, justement comme ceux de Melville, comme ceux de l'Odyssée, ce qui est aussi, on l'a vu, l'un des grands mouvements, un des grands axes de ce festival. Alors je vais inviter Alain Ehrenberg à venir nous rejoindre pour la deuxième intervention de cette séquence, où justement on va peut-être voir une nouvelle mutation de l'aventure avec l'aventure de soi. Alors vous connaissez évidemment Alain Ehrenberg, qui est sociologue, chercheur émérite au CNRS. Je vais quand même citer La fatigue d'être soi, qu'il a publié il y a plus de 20 ans maintenant, donc Dépression et société. Il a depuis aussi publié La société du malaise et tout récemment La mécanique des passions. Et il va nous parler aujourd'hui de l'héroïsme du potentiel caché. Je vous donne tout de suite la parole et on vous remercie. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. L'héroïsme du potentiel caché. Dessinant la vision baudelairienne de la modernité, Walter Benjamin écrivait que le héros est le vrai sujet de la modernité. Cela signifie que pour vivre la modernité, il faut une nature héroïque. La liaison qui est opérée par Baudelaire entre héroïsme et modernité est essentielle, je crois, pour comprendre les modèles de conduite auxquels est tenu d'adhérer l'homme de masse, l'individu quelconque. Que voulait dire Baudelaire ? Que le moindre ouvrier de fabrique fait quotidiennement l'exploit des anciens gladiateurs, mais sans la gloire. L'ouvrier de fabrique, mais aussi le dandy, cet Hercule sans emploi, ou le chiffonnier sont pour Baudelaire l'expression de la modernité. Tous sont contraints à un exploit quotidien qui les grandit et par lesquels ils sont les héros de la vie moderne. Au milieu du XIXe siècle, le panthéon de l'héroïsme se démocratise avec l'entrée du premier venu, de l'individu quelconque, qu'il soit dandy ou chiffonnier, sur la scène de la grandeur. Alors, les scènes de l'héroïsme et les types de héros sont évidemment multiples. Je vous propose aujourd'hui quelques remarques sur ce qu'on peut appeler l'héroïsme de la singularité, qui, pour faire référence aux exposés précédents, occupe une place différente de l'homme d'exception, que ce soit Lénine ou Ulysse, et qui n'est pas non plus le désir d'aventure, le fait de surmonter toute une série de dangers extérieurs. Dans cet héroïsme de la singularité, le combat est d'abord un combat contre soi-même. On en trouve de très nombreux exemples dans les récits d'épreuves de maladie ou de handicap. Ces récits sont un genre littéraire qui s'est largement développé depuis une quarantaine d'années et le phénomène s'est enclenché parallèlement à un boom des mémoires personnelles qui ont aussi explosé à partir des années 70. En 1977 déjà, Milan Kundera parlait de graphomanie aiguë dans le livre du rire et de l'oubli. Plus généralement, à partir des années 90, nous avons assisté à la généralisation du témoignage public de sa propre vie, la télévision ayant suivi les chemins ouverts par la radio avec la télé-réalité, Internet et YouTube, finissant par insérer ces pratiques dans le cours de la vie ordinaire. Alors, dans ces mémoires, dans ces récits, apparaissent des figures qui font l'exploit de résoudre de façon créative des problèmes traditionnellement rangés dans la rubrique des passions. Passion est employée ici au sens de pathos, du subi, de la souffrance, mais avec la dimension d'activité dont elle s'est progressivement imprégnée avec les modernes à partir de la fin du XVIIe siècle. Sans entrer dans la discussion historique et philosophique, passion, émotion, affect, affectivité, ces mots ont en commun un mélange d'activité et de passivité. L'idéal du potentiel caché associe des vertus traditionnelles, de courage, de ténacité, d'audace, à de nouveaux idéaux de créativité, d'innovation et de diversité qui commencent à imprégner la sensibilité collective à partir des années 60. Cet idéal met en scène nos capacités à transformer un handicap, une déviance, une infirmité ou une pathologie qui nous diminue en un atout qui nous augmente par une création personnelle, par une singularité et non par une supériorité. Il en théâtralise les multiples épreuves, dilemmes et limites. Le neurologue Oliver Sacks est sans doute le plus grand conteur et le plus grand médiateur du potentiel caché. Ses récits, par exemple L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ou Un anthropologue sur Mars, dressent les portraits de patients neurologiques dont les symptômes sont spectaculaires. Ils appartiennent, ces patients, comme l'écrit Sacks, aux frontières lointaines de l'expérience humaine que Sacks ramène dans la familiarité du quotidien. On les découvre en suivant un fil conducteur que Sacks appelle le potentiel créateur de la maladie. Ce sont donc moins les déficits, écrit-il, au sens traditionnel du terme, qui ont attiré mon attention que les désordres neurologiques affectant le soi. Il a popularisé l'image du patient neurologique comme un artiste de sa vie contrainte. C'est par exemple le cas de Ray, le ticker spirituel de Witi-Tiki, que Sacks rencontre dans les années 70. Ce jeune homme souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, c'est-à-dire qu'il est atteint par de violents tics qui sont aussi multiples et qui ont commencé dans la petite enfance. Il est régulièrement licencié de ses emplois à cause d'eux et à toutes sortes de problèmes, mais il a un atout,
qui est noué aux symptômes et qui lui permet de gagner sa vie. Car Ray est un batteur de jazz d'une réelle virtuosité qui est célèbre pour ses brusques et sauvages improvisations provoquées chez lui par un type ou un battement compulsif sur une caisse, devenant instantanément le noyau d'une superbe composition dans laquelle la brutale entrée d'un instrument devenait un brillant avantage. Dans la musique, donc, Ray se libère du tic qui se transforme en une compétence, plus encore en un don. Mais c'est un atout relatif, car Ray est un homme désespéré, il ne savait plus si c'était un don ou une malédiction. Alors on lui prescrit un neuroleptique, mais le médicament supprime toute sa créativité et il finit par trouver un compromis, prendre le médicament en semaine et pas le week-end, qui est le moment pendant lequel il joue de la batterie, ce qui lui permet de jouer pleinement. Le touretien ici socialise des aspects négatifs de la vie sociale, des mots définis comme déviance, pathologie ou handicap qui sont incontrôlables par le sujet atteint. Ce type de figure étend l'idéal individualiste en enrichissant ce que nous incluons dans l'humanité, ce que nous considérons comme faisant partie des idéaux de l'humanité ordinaire. Voilà qui est nouveau. Mais les idéaux individualistes du potentiel caché s'investiront dans une autre figure, qui est la figure de l'autiste de haut niveau plus exactement, qui est devenu un personnage familier. Celui-ci est passé en une trentaine d'années des fins fonds de l'arriération mentale et des institutions d'assistance au statut de super-individu. Il a la particularité d'être conçu à partir des années 80 comme l'autisme, comme une pathologie qui est caractérisée à la fois par des handicaps majeurs et par des atouts majeurs. Il est devenu la référence d'une réorganisation des rapports entre le normal et le pathologique, dans laquelle la pathologie se transfigure en une forme de vie différente. Pour ne citer qu'un seul exemple, la jeune Suédoise Greta Thunberg, qui anime les mouvements écologiques de la jeunesse, est atteinte par une forme d'autisme, le syndrome d'Asperger. Elle a déclaré que l'autisme n'était pas une maladie, mais un don. Ce style de socialisation du mal est en concordance avec un nouveau contexte moral et politique, un changement dans les sensibilités collectives en train de s'amorcer à partir du début des années 60. Un nouvel individualisme imprégné d'idées, valeurs rassemblées par le concept d'autonomie se développe. Il se caractérise notamment par l'institution des valeurs de choix et de propriété de soi, qui a engendré une dynamique de diversité normative et de multiplication des styles de vie qui étaient inconnus il y a encore plus d'un demi-siècle en Amérique du Nord et en Europe. À partir du début des années 60, en Europe et en Amérique du Nord, des gens commencent à montrer de nouveaux modes de vie qui étaient l'apanage de la vie d'artiste, de la bohème, marquant un assouplissement des codes des classes moyennes et de la bourgeoisie. Ces groupes innovateurs promeuvent des idéaux de créativité, d'originalité, d'expérimentation. Ils explorent de nouvelles formes d'expérience et d'action, de nouvelles formes de vie personnelle. La figure du créatif, on le sait, est devenue centrale dans les idéaux contemporains, donnant lieu autant à des manières de vivre qu'à des marchés. Ces nouvelles représentations collectives de l'être humain en société placent l'accent sur la capacité à agir de l'individu et sur les comportements créatifs ou innovants. Le choix, la créativité, l'initiative individuelle, on entre dans ce qu'on peut appeler un individualisme de capacité. Adopter une ligne de conduite personnelle, voilà ce qui est en train de devenir important. Le potentiel caché en est un aspect particulièrement saillant. Alors, le super-touretien ou l'autiste de haut niveau sont les héros de ce nouvel individualisme parce qu'ils ont été capables de révéler le potentiel caché qui fait de quelqu'un ce qu'il est, lui. Il n'est pas seulement un survivant des épreuves qu'il a subies, il est aussi un individu qui non seulement s'accomplit malgré le mal, mais peut-être plus encore grâce à lui. On le voit typiquement avec le cas de Ray. Cette double locution, malgré grâce, étend l'accès à l'individualité à de nouvelles populations déviantes, malades mentales, handicapées, parce que ce sont des idéaux pour l'action et ouvre ainsi la possibilité de dépasser la polarité normale pathologique inhérente au concept de maladie
en la subordonnant à une perspective qu'on peut appeler paradoxale, dans laquelle le handicap est susceptible de se transformer en atout. L'individu était un malade à guérir, il est un individu dont le potentiel est à développer par la création d'une forme de vie, potentiel qui agira, s'il le faut, sur le mal. On assiste alors à l'émergence d'une nouvelle figure de l'individualisme à partir des marges de la société que la polarité paradoxale de l'atout et du handicap va progressivement placer au centre de l'imaginaire individualiste de l'autonomie. En quoi ? Entre ce que cette figure permet de défier et d'explorer les limites des capacités humaines et, ce faisant, de révéler le potentiel caché de chacun. Car que nous disent ces récits de nous-mêmes, sinon qu'il existe dans toute vie des défis qu'il faut affronter et que chacun peut connaître des accomplissements avec ce qui lui est donné. Par le courage et l'inventivité, ces figures héroïques affirment une singularité individuelle face au monde en transformant leur mal en une forme de vie valable socialement. Elles se présentent comme des artistes de la vie diminuée. Ces nouvelles figures individualistes offrent des surfaces de projection où sont mises en scène et en sens les voies multiples par lesquelles la polarité normale pathologique peut être reconfigurée en polarité atout-handicap. La leçon est lumineusement simple, il faut être soi-même, et pour être soi-même, il faut trouver le potentiel caché, réveiller l'étincelle divine en soi. Ces modèles de grandeur, auxquels chacun peut s'identifier, montrent la diversité des façons dont chacun peut retourner un mal en bien en se faisant confiance. Ils sont des modèles d'être, ils dessinent des voies viables ou crédibles pour l'utopie d'une société organisée autour de l'individu. L'idéal de l'individu qui peut compter sur lui-même, peut s'accomplir malgré le handicap ou la maladie, intégrer et dépasser son mal par la créativité personnelle et par le courage, la créativité et l'effort s'alimentant l'un l'autre, est une figure ordinaire du sujet héroïque. Les façons d'être malade et les façons de vivre une vie normale en sortent modifiées. L'individu capable d'adopter une ligne de conduite personnelle en réveillant le potentiel caché face à l'adversité est un être auquel chacun peut s'identifier positivement. Je vous remercie. Voilà, alors peut-être une question pour lancer, peut-être de façon un peu provocatrice. On a l'impression d'avoir une sorte de chassé-croisé là avec vos deux interventions. D'une part, l'aventurier qui, lui, paraît presque paraît mis sous danger de faux, quelque part, quelque chose qui serait un homme presque du simulacre, j'avais l'impression à un moment donné, ou en tout cas qui englobe déjà une sorte de dimension critique ou ironique, comme vous l'avez dit, et de l'autre côté, celui, mettons l'autiste comme exemple que vous avez analysé, et qui en réalité se dévoile ici, dans le cas idéal sans doute, comme un homme au potentiel caché, tout à coup un individualisme fort. Est-ce que c'est ça la signature peut-être du XXe siècle que d'être dans ce chassé-croisé, ou est-ce qu'il faudrait nuancer ? Merci. Donc c'est moi qui m'y colle. Courageusement, je laisse la parole à mon voisin. Non, mais je ne pense pas que ce soit un problème de XXe siècle, vraiment. Bon, il se trouve que je suis un historien du XIXe, et dans les exemples que j'ai aussi pas mal travaillé sur les thèses de médecine du XIXe siècle, et puis cet héritage des anciennes médecines des passions, dont vous avez un peu parlé à un moment. Il y a, dans le domaine de l'histoire du voyage, beaucoup de choses. C'est-à-dire que les médecins du XIXe siècle inventent énormément de pathologies, évidemment, et ils en inventent une qui a peut-être quelque chose à voir avec ce que disait Alain Ehrenberg, c'est-à-dire ils créent cette catégorie dans la nosologique de l'apodémalgie. L'apodémalgie, c'est le mal des voyages. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas capable de tenir en place, que vous avez toujours envie de partir. Alors, dans le domaine littéraire, on connaît certains patients atteints d'apodémalgie. C'est le cas, par exemple, de Théophile Gautier, qui disait qu'il avait la maladie du bleu, et qu'en fait, dès qu'il ne se sentait pas bien, il fallait qu'il parte pour aller voir le bleu. C'est à ce point important le lien entre littérature et médecine qu'à la fin du XIXe siècle, il y a des thèses de médecine sur le cas de Maupassant comme vagabond et de Rimbaud comme aventurier. Et on essaie d'identifier, les médecins font ça sérieusement, d'identifier
les symptômes et de poser des diagnostics et d'imaginer ce qu'auraient pu être les remèdes aux maux dont souffraient Rimbaud et Maupassant. Et derrière, il y a une idée, c'est pour ça qu'il y a une idée en fait assez ancienne, qui avait été posée par le pseudo-Aristote dans le problème 30 à propos de la mélancolie et qui est repris ensuite au XVIIe siècle, cette idée qu'il y a des maladies qui permettent d'identifier à la fois le fou et le génie. Et qu'évidemment, c'est très regrettable de souffrir de la maladie de la bile noire au XVIIe, au XVIIIe siècle, mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre de devenir un créateur. Oui, c'est sûr, dans l'histoire longue, l'association du handicap et de l'atout, pour reprendre mes termes qui sont des termes très contemporains, se retrouve dans un certain nombre de maladies où la mélancolie étant l'exemple paradigmatique où le génie et le malheur, la souffrance sont liés de façon quasiment interne, grammaticale en quelque sorte. Mais disons que là, je pense, ça vient dessiner un certain type d'héroïsme où c'est plus l'idée d'aventure intérieure, à mon avis, qui joue par rapport à des aventures soumises à des dangers ou des risques extérieurs. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut associer l'invention de mondes imaginaires alternatifs à la fin de l'aventure, parce qu'on a toujours inventé des mondes alternatifs, l'Arcadie, pour ne parler que d'elle, les utopies au XVIIe, XVIIIe siècle. Enfin, évidemment, on a Tolkien, mais enfin, on a eu bien autre chose que Tolkien avant Tolkien. Et ma deuxième question, c'est est-ce que la fin de l'aventure, au début du XXe siècle, n'est pas une illusion, par exemple, comparable à celle de la fin des catastrophes, hein. Au XIXe siècle, on pensait que c'était terminé, les catastrophes. Alors, on sait que ce n'était pas vrai, enfin, même pas les catastrophes naturelles, j'entends. Et est-ce que vraiment l'aventure a disparu? Est-ce que le monde n'est pas tout aussi dangereux actuellement et encore plus dangereux qu'au XVIIe siècle? Oui, je dis mal me faire comprendre parce que je suis absolument d'accord avec ça. Évidemment, c'est une illusion. Ce qui est intéressant, c'est de voir émerger ces deux discours ensemble. L'un expliquant que cette valorisation nouvelle de l'aventure, exactement au moment où on prétend que l'aventure a disparu des conditions de vie. Ce qui va d'ailleurs autoriser des gens, parce que si on ne pense qu'en termes de danger, ce n'est pas exactement la même chose les deux, mais si on pense qu'en termes de danger, bien sûr, vous avez des formes de tourisme qui se sont épanouies depuis une trentaine d'années, et même un peu plus, sur ce désir d'aventure-là. Et le tourisme dans les pays en guerre, par exemple, qui existe, en fait partie. Votre première question, je crois qu'il faut quand même faire une différence entre les utopies et les Arcadies, qui sont ces espèces de lieux idéaux dans lesquels il ne se passe rien, et qui s'incarnent dans des lieux du monde. Hein. Je pensais évidemment à la Tahiti de la fin du XVIIIe siècle. Et puis ces lieux qui vont être définis comme les lieux de l'aventure, dans lesquels, au contraire, il doit se passer énormément de choses et qui seront, si vous voulez, davantage le cœur des ténèbres de Conrad. Ce sont des choses un petit peu différentes. Puisqu'on parlait de bande dessinée, il y a une petite vignette dans les aventures de Corto Maltese. Alors Corto Maltese, c'est Hugo Pratt commence à publier ça en 1969 en comprenant très bien que ça se passe au début du XXe siècle. Et les aventures de son héros tiennent entre la guerre russo-japonaise et la guerre d'Espagne. Parce que, dit-il, qu'il identifie ce moment-là comme étant le moment où, justement, le personnage qu'incarne Corto Maltese émerge. Et vous avez une petite vignette où Corto est en train de lire Utopie de Thomas More, et en disant « Je crois que j'arriverai jamais à finir ce livre ». Une question pour Alain Ehrenberg. Je suis là. Bon. J'ai pensé à un moment donné à l'art brut, à l'art des fous, donc, qui est un petit peu organisé, utilisé par les psychiatres en psychiatrie. Et donc, ça me suggère qu'il y a peut-être une hiérarchie sociale dans ces artistes de la vie diminuée, parce que ceux-là, on ne les a jamais
vraiment considérés comme des héros, même si on les a exposés à certains moments, même sans qu'ils le sachent. Bon, voilà, ils n'ont pas raconté leur vie, hein, forcément. Hein, voilà. Oui, ce sont plutôt des artistes que des héros, justement. Par rapport à ce que j'ai décrit très succinctement, l'héroïsme du potentiel caché, quand je dis artiste, sa vie diminuée, c'est évidemment une métaphore une esthétisation de la vie quotidienne. Mais il n'y a d'une certaine manière aucune œuvre, sinon les transformations qu'ils apportent à leur vie.